tous les livres d'histoire vous le diront, en 1879, c'est donc la République des Républicains en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est vrai que c'est plus la République des royalistes. Étant donné que vous vous rappelez peut-être dans mon premier exposé que je vous ai donné les chiffres, les députés royalistes en 1871 étaient au moins 500. En 1876, c'est-à-dire pour la première votation qui a eu lieu après 71, il n'était plus que 170. Donc c'est les républicains qui ont la majorité, et cette fois c'est des vrais républicains, étant donné qu'on va enfin quitter Versailles. Vous savez ce mot, les Versaillais, on emploie ça à propos de la Commune, parce que c'était les troupes de Versailles, les troupes de l'Assemblée de Versailles qui attaquaient Paris. Mais ils ont été très longtemps, les Versaillais, les députés, jusqu'en 1879, le Sénat et la Chambre des députés est resté à Versailles. Et en 1879, c'est fini, c'est plus les Versaillais, ils s'établissent à Paris. Donc, c'est la République. Quelle République? La dernière fois, je vous ai expliqué l'idée qu'avait eue Thiers, une idée très astucieuse, qui était celle-ci. Royalistes, écoutez-moi, comprenez bien que ce n'est pas une histoire sérieuse, ça, vos questions de fusion, de vos questions de légitimisme d'un côté, de royaliste de l'autre. La seule question sérieuse, c'est la protection de la fortune acquise, la protection de l'argent. Eh bien, je vous ai expliqué, disait-il, que la République est extrêmement supérieure à la monarchie pour la préservation des grands intérêts. Et là, je voudrais vous apporter un drôle de texte d'un nommé Dupont-White. Dupont-White, bien oublié aujourd'hui, c'était un économiste, distingué comme ils le sont tous, qui était futur beau-père du président de la République, Sadi Carnot, et qui avait publié en 1872 un petit bouquin intitulé « La République conservatrice ». Et peut-être vous rappelez-vous aussi que Thiers avait dit expressément « La République sera conservatrice ou ne sera pas ». Alors écoutez bien ce qu'il racontait, le monsieur Dupont-White. Si vous admettez, disait-il, que la société est à défendre, Dieu sait qu'elle l'était à défendre, avec la commune, etc. Si vous admettez que la société est à défendre, le plus bizarre serait de constituer à cet effet un pouvoir héréditaire. Vous supposez que ce pouvoir sera le garant de l'ordre, le champion de tous les intérêts conservateurs. Bref, disait-il, le défenseur des riches. Celui-là, employez les mots qu'il faut. Cette supposition est absolument gratuite, disait ce monsieur. Le pouvoir héréditaire défendra le plus fort, c'est-à-dire le peuple, et il attaquera ce qui est capable de l'attaquer, c'est-à-dire les classes supérieures. Pourquoi est-ce qu'il disait que le pouvoir héréditaire attaquerait les classes supérieures et défendrait le peuple? Parce que le prétendant légitimiste, le Bourbon, le comte de Chambord, dont je vous ai parlé, qui était donc le petit-fils de Charles X, il avait publié 2 manifestes, et en particulier un du 25 janvier 1872, dans lequel ce futur roi, ce prétendant, disait « Mon premier devoir, lorsque je serai remonté sur le trône, sera d'assurer la protection des classes populaires contre l'exploitation de la richesse. » Par exemple, alors, pour avoir un roi socialiste, non, c'était pas sérieux. Alors vous comprenez bien que le monsieur Dupont-White et les autres disaient, mais vous voyez, oui, c'est évident que si on a une monarchie, ce qui est essentiel, c'est-à-dire la protection de l'argent, ne sera pas assuré. D'où l'épouvante des orléanistes. Et on vous dit dans beaucoup de livres d'histoire que si la fusion entre orléanistes et légitimistes n'a pas pu se faire, c'est parce que le comte de Chambord, le prétendant légitimiste, je le répète, voulait absolument le drapeau blanc. Et alors on nous dit dans les livres d'histoire, vous comprenez tout de même, les orléanistes, qui étaient des gens qui à partir de 1830 avaient eu le drapeau tricolore, étaient attachés, mais passionnément, enfin du fond du cœur, à ce drapeau tricolore. Ça leur brisait le cœur de l'idée qu'on allait quitter ce drapeau tricolore qui avait fait le tour de l'Europe avec Napoléon, pour revenir au vieux drapeau blanc. C'est une plaisanterie, vous comprenez bien que c'était pas ça qui était intéressant, la couleur du drapeau. Ce qui est intéressant, c'est que derrière ce drapeau blanc, il y avait un roi qui était impossible, un roi qui prétendait qu'il allait défendre les classes populaires contre l'exploitation de la richesse. Il y a une autre citation que je voudrais vous apporter. Je ne sais pas si M. Dupont-White ou M. Thiers la connaissait, mais elle est bien intéressante. Elle est celle-là de Jean-Jacques Rousseau. C'est dans une lettre la fameuse lettre de Jean-Jacques Rousseau à d'Alembert, où Rousseau disait ceci. Jamais dans une monarchie, l'opulence d'un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince. En revanche, dans une république, elle peut aisément le mettre au-dessus des lois. Oui, surtout si ce sont eux-mêmes, les opulents, qui font les lois. Alors c'est pour ça que le nombre était devenu très croissant et intéressant, était devenu maintenant un nombre majoritaire de ces gens qu'on appellera, si vous voulez, les convertis du nouveau chemin de Damas, enfin les précurseurs du ralliement, c'est-à-dire les royalistes qui cessaient d'être royalistes pour passer à une république de bonne façon. Et quand on nous parle de la fusion entre les deux branches du royalisme, vous savez, il y a longtemps qu'une certaine fusion s'opérait chez les royalistes. Une fusion entre les aristocrates d'une part et la roture d'autre part. Attention, la roture dorée. Ça avait commencé du temps de Louis XIV. Des aristocrates qui manquaient un peu d'argent regardaient du côté des filles de banquiers ou des filles d'industriels, il n'y en avait pas beaucoup, mais de grands commerçants, pour essayer précisément de se redorer à un blason qui avait perdu sa dorure. Regardez ce qui s'était passé avec Madame de Staël. C'était Madame de Staël, la fille d'un banquier, d'un banquier d'origine prussienne qui était établi à Genève.
Et qui avait été épousée? Elle était devenue baronne. Elle a épousé le baron de Staël, il s'appellera maintenant la baronne de Staël, parce que le Staël, qui n'avait pas beaucoup d'argent, avait regardé du côté du pactole Necker, enfin de la fortune sérieuse, qui était celle de ce Genevois. Eh bien, l'exemple avait été beaucoup imité, enfin, des quantités de gens de la haute aristocratie avaient regardé du côté de la roture, par conséquent, il y avait un rapprochement déjà établi, déjà familial, entre les grandes familles aristocratiques et les grandes familles bourgeoises. Pensez donc que le duc de la Rochefoucauld, par exemple, il avait beaucoup d'argent, mais d'où venait son argent? Mais il venait de mariage. Il lui avait rapporté d'un côté une marque de champagne et de l'autre côté, je crois bien, les machines à coudre Singer. Il y avait le duc de Gramont qui avait épousé une fille Rothschild. Il y en avait un autre, c'est qui donc celui-là? C'est le prince de Broglie qui avait épousé une fille Léon Say, hein, l'homme des chemins de fer du Nord et de Casseville. Cette fusion-là était sérieuse. Puis il y avait une autre façon aussi de fusion très occulte entre le centre droit, qui lui était resté en apparence monarchiste, et le centre gauche qui était passé à la République. C'est quoi? C'est que ces messieurs se retrouvaient dans les mêmes conseils d'administration. L'exemple le plus curieux, c'est celui du duc d'Audifray-Pasquier, qui lui était resté royaliste, centre droit. Et de Casimir Périer, le Casimir Périer, illustre et plein d'argent, lui, il était centre-gauche. Mais ils étaient beaux-frères. Et ils habitaient, avenue des Champs-Élysées, je crois, deux hôtels jumeaux, deux hôtels particuliers dont le mur était mitoyen. Alors c'est vous dire que ces gens qui, à la Chambre, faisaient semblant d'être l'un républicain et l'autre royaliste, s'entendaient essentiellement sur les choses capitales, à savoir la protection de l'argent. Le voici le vrai ralliement, comme je vous le dis. C'est-à-dire des affairistes, quoi, affairistes intelligents qui se traversissent en républicains. Et puis ce sont des libéraux. Alors là, il faut que je vous explique parce que ce mot libéral a eu dans l'histoire intérieure française, et je n'oublie pas que je prépare les origines de la guerre de 14. Ce mot de libéral a eu une fortune extraordinaire. Enfin, les gens de droite s'appelaient toujours les libéraux. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pour bien comprendre, il faut remonter même à l'histoire de la Révolution française et aux Girondins. Les Girondins, c'étaient ceux qui, en face de Robespierre et des Montagnards, se proclamaient justement les amis passionnés de la liberté. Mais pour eux, il y avait une liberté qui était capitale, qui était première, qui était fondamentale. C'est ce qu'ils appelaient eux-mêmes la liberté économique. Ce qui signifie ceci: l'État, la collectivité, n'a pas à intervenir, liberté entière, n'a pas à intervenir dans les affaires privées, surtout dans les affaires commerciales. Ça s'était vu surtout en 91, oui, lorsque le ministre Girondin, le ministre Girondin Roland s'était trouvé aux prises avec ce problème du maximum. Je prononce maximum comme il le prononçait à ce moment-là. De quoi s'agissait-il donc? Il s'agissait de ceci, qu'il y avait des pauvres gens, des affamés, qui commençaient à réclamer une intervention de l'État pour la fixation du prix maximum du pain. Ça leur paraissait évidemment nécessaire, quoiqu'ils ne payent pas trop cher la miche de pain. Alors à ce moment-là, le ministre de l'Intérieur, Roland Girondin, avait fait une déclaration capitale, qu'il faut retenir parce qu'elle recouvre toute notre histoire du 19e et des débuts du 20e siècle français. Tout ce que le pouvoir, tout ce que l'État peut décider en matière économique, c'est qu'il n'interviendra jamais. Alors, autrement dit, du côté des profits, c'est-à-dire de la vente, quoi, des commerçants, l'État a les mains liées. Il ne peut rien faire. Mais ces mêmes commerçants et ces mêmes industriels se tournent du côté de l'État pour lui demander des avantages. Par exemple, pour demander des concessions de mines. Par exemple, au XIXe siècle, pour demander des concessions de chemin de fer. Par exemple, pour demander des primes à l'exportation. Alors d'un côté, vous avez l'État qui est répudié comme inconvenant, enfin qui ne se mêle pas de nos affaires, mais d'autre part, le même État, c'est-à-dire la collectivité, est au contraire l'objet de sollicitations permanentes afin d'avoir de l'argent. Alors je répéterai donc, l'État a les mains liées du côté du peuple, du côté du grand nombre, mais il a les mains ouvertes du côté du petit nombre. Lamartine, qui n'a pas la réputation qu'il mériterait, Lamartine, qui était un homme lucide, vous savez, avait dans son histoire des Girondins donné une définition que je tiens à vous apporter de la liberté économique. Et lui, Lamartine, avait dit, qu'est-ce que c'est que la liberté économique? C'est la liberté pour le commerçant et pour le riche de s'enrichir indéfiniment. Et c'est la liberté pour le pauvre de mourir de faim s'il ne veut pas faire autrement. Eh bien, à partir de 1879, ce sont ces affairistes-là, ces libéraux-là, qui vont être au pouvoir en France, et ils vont l'être, vous savez, pour des décennies. Hein. Ce sont des gens qui sont costumés en républicains et qui ne pensent en réalité qu'à la protection des grands intérêts. Leur république, c'est la république des riches, dirigée par les riches et au bénéfice des riches. Ça va durer jusqu'en 1914, exactement jusqu'en mai 1914. Je vous demande de bien retenir cette date, de mai 1914. À ce moment-là, il se produira quelque chose de capital dans l'histoire intérieure française liée à la politique extérieure que nous regardons. Quels sont les principaux opérateurs, enfin les meneurs du jeu pour le centre-gauche? Mais il y en a un que j'ai déjà nommé, 2 fois je crois, c'est Léon Say. J'ai oublié de vous dire du reste qu'il avait fait la carrière qu'on pouvait attendre de lui, c'est-à-dire qu'il a terminé académicien.
Et à côté, il y a quelqu'un d'autre dont le nom est oublié aujourd'hui, qui est pourtant très très important, c'est Henri Germain. Qui c'est Henri Germain? C'est le fondateur du Crédit Lyonnais. Ce financier était en même temps député, il aura un rôle considérable dans l'histoire que nous suivons maintenant. Et puis il y en a un troisième, c'est Jules Siegfried. C'est peut-être pas intéressant, Jules Siegfried en tant que tel, c'était le maire du Havre, c'était un gros négociant du Havre, mais ça se trouve être le père d'André Siegfried. Et André Siegfried, ça a été un de nos plus brillants économistes. Enfin, c'était l'économiste qui faisait, si j'ose dire, la nuit et le jour au Figaro. Mais il faut savoir que c'était le fils de ce Jules Siegfried, qui était un des opérateurs principaux du centre-gauche. Broglie. Vous vous rappelez peut-être que ce duc de Broglie, c'est celui qui avait mené le grand combat contre Thiers. C'est celui qui, le 23 mai 1873, avait cette interpellation terrible qui avait abouti le lendemain à l'effondrement de Thiers. Il avait dit il faut un gouvernement fermement conservateur. Seulement, il y a un petit détail qui est intéressant à propos du duc de Broglie, c'est qu'il avait une hérédité qui devait l'incliner à comprendre la politique de Thiers. C'était, en secret bien sûr, c'était le petit-fils de Benjamin Constant. Benjamin Constant avait eu une fille avec Madame de Staël, cette fille qui passait pour être la fille de Monsieur de Staël et qui était la fille de Benjamin Constant et de Madame de Staël et qui avait épousé Victor de Broglie. Ben, Victor de Broglie, c'est le père de ce duc de Broglie. Alors comme vous savez très bien que Benjamin Constant c'est le libéral type, c'est-à-dire l'homme pratique, enfin qui a les pieds sur terre et qui faut ce qu'il faut faire pour la protection des grands intérêts, le duc de Broglie avait fini par se rappeler la pensée de son grand-père Benjamin Constant et il avait employé l'expression que voici: après tout, je crois au régime que l'on voudra, pourvu que ce régime soit remis à la garde des honnêtes gens. Et comme nous savons quelle est la définition d'honnête gens, ce qui veut dire possédant, vous avez compris, moi, Broglie, autrefois royaliste, oh, je suis prêt à comprendre les choses, enfin, j'accepterai une république, pourvu qu'elle soit remise à la garde des honnêtes gens. Ces gens du centre-gauche gouvernent non seulement la France, oui, ils la tiennent entre leurs mains, c'est des républicains pour rire, mais ils gouvernent aussi les hautes sphères intellectuelles. Ils entrent à l'académie. L'académie se recrute principalement dans le centre-gauche et ils ont leur académie à eux. On a créé une académie, un institut, comme on dit, des sciences morales et politiques. Et ils ont leur école. Aujourd'hui, elle a un peu changé. Mais à cette époque, l'école qu'ils avaient créée à Paris, une école libre, qui s'appelle l'école des sciences politiques, ce qu'on appellera plus vulgairement l'école des sciences po, c'est une création du centre-gauche. C'est pour la préparation de jeunes bourgeois intelligents et qui se destinent en particulier à la diplomatie et qui sont formés selon ces bons principes. Le chef qu'ils avaient eu finalement en 1877 contre MacMahon, mais c'était pas autre chose que le père Thiers. Il avait 79 ans en 77. Mais vous savez, il était vert comme pas un, enfin, c'était un vibrion extraordinaire. Et il avait fait une campagne acharnée pour la République avec un R majuscule. Il se voyait déjà à la place de MacMahon. Il se dit MacMahon va se faire renverser. Je redeviens président de la République jusqu'à ce que je meure. Malheureusement, le pauvre Thiers, les élections étant le 14 octobre, était mort le 3 septembre, raté. Mais alors, les funérailles de Thiers à Paris, au mois de septembre 1877, ça c'est une histoire invraisemblable. Enfin, Thiers, c'est qui? C'est l'homme de la Commune, enfin. Celui qui avait écrasé la Commune dans le sang, c'est le boucher de Versailles, comme on a dit. Et c'est Paris qui va lui faire de grandes funérailles républicaines. Tellement les gens ont la mémoire courte, et tellement Thiers est arrivé à se faire prendre pour ce qu'il n'était pas un véritable républicain. Et maintenant, il est lié, intimement lié, avec Gambetta, qui était son principal ennemi. Gambetta étant l'homme de la résistance républicaine, et Thiers étant l'homme, comme je vous le disais l'autre jour, de la 5e colonne, enfin, qui avait passé son temps d'accord avec Bismarck pour essayer de briser les reins de Gambetta. Et bien maintenant, en 77, Gambetta et Thiers sont la main dans la main pour la défense de leur république. Il faut dire que Gambetta n'était pas du tout l'homme qu'on avait cru à droite. Vous savez, on s'était dit une république gambettiste, c'est la République rouge. Oh non, il était si peu que je vais vous apporter une citation de lui qui est bien claire. Gambetta avait dit positivement ceci: nous voulons prouver le parfait accord du radicalisme et des affaires. Alors comprenez qu'avec une phrase comme celle-là, Thiers était tranquille. Le slogan de ces messieurs, réconciliés maintenant, c'est ni réaction, ni révolution. Je suis un vieux monsieur et j'ai entendu ça dans ma jeunesse en France. Ni réaction, ni révolution. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire vigilance absolue quant à l'immobilisme social. Hein. On peut faire quelques réformes politiques, des réformes de vocabulaire bien entendu, mais l'essentiel, c'est-à-dire le gouvernement des riches par les riches, c'est ça l'essentiel. Alors, immobilisme social. En 1977, on n'avait encore pas l'impression qu'il y avait un danger social réel. Vous savez, les gens de la commune avaient été tellement étriés, enfin, il y avait eu une telle persécution dans Paris, le prolétariat avait été épouvanté par cette effusion de sang qu'on avait fait contre lui, il n'y avait pas grand problème. Alors Thiers avait même fait une déclaration très rassurante à ce propos, en 1977, quand il était candidat, et il avait dit ceci: les épidémies morales, comme les autres, ne durent qu'un temps.
droit au travail, impôts progressifs, révision des salaires, ces mots-là sont à présent oubliés chez nous. Voilà ce qu'il avait dit en 77. Il est vrai qu'il avait quelques inquiétudes tout de même, parce qu'il était intelligent, Thiers, il savait ouvrir les yeux sur la réalité, et il avait dit, toujours en 77, « Je n'admets pas que l'on distingue entre les classes. Celui qui ne s'attache qu'à une classe est un factieux. » Je ne trouvais pas que c'est assez pimpant de la part de Thiers, qui travaillait uniquement pour sa classe, c'est-à-dire pour les riches, mais qui disait que ceux qui s'occupent des intérêts des pauvres sont des factieux. Et le fait est qu'à partir de 77, 78, surtout en 79, les choses vont commencer à changer et les inquiétudes sociales reparaissent. D'abord, la classe ouvrière reprend conscience un peu d'elle-même. Et il y a même une organisation qui, en 76, se crée pour un premier congrès ouvrier à Paris. Oh, ils sont gentils, vous savez, ils sont tranquilles. Ils ne vont pas demander les 8 heures, ni les congés payés. Ils disent simplement qu'ils voudraient, par exemple, des lois de protection contre le travail des enfants ou contre les accidents du travail. Ça peut passer en 76. Mais en 78, il y avait une grande exposition internationale à Paris. Et voilà que ces ouvriers-là, commençant à être lucides, avaient demandé à faire un congrès international ouvrier à Paris. Ah non, minute, ça, le gouvernement de Dufaure s'y était absolument opposé. Qu'est-ce que c'est? On va faire venir des Allemands, peut-être Karl Marx, il n'en est pas question. Ils avaient essayé de passer outre et on avait procédé à 38 arrestations, dont l'arrestation de ce Jules Guesde, qui va avoir dans le socialisme français une importance considérable. Jules Guesde est quelqu'un qui, en 79, va créer le premier parti ouvrier de France. Dès cette époque, la mode est au sigle, ça sera ça le POF, Parti ouvrier de France. Et il était allé voir, à Londres, Karl Marx. Le marxisme va rentrer en France grâce à Jules Guesde en 79. Ça commence à être inquiétant, et on parle d'une résurrection de la fameuse internationale. Alors cette fois, il faut agir, hein, les choses redeviennent dangereuses, et des opérateurs vont se trouver là, disponibles, pour protéger ce qui doit être protégé. Et quel est le plus grand opérateur? C'est une chose importante, que je crois avoir à vous dire, c'est Jules Ferry. Qui c'est Jules Ferry? D'abord, c'est quelqu'un qui avait fait partie du fameux gouvernement de la défense sociale, dit nationale, et ça avait été un des ennemis les plus implacables de Gambetta. Il avait fait tout ce qu'il avait vu pour empêcher Gambetta de réussir, et il s'était donné pour principale mission, quand il était à ce gouvernement, la chasse aux rouges. Il y en avait un autre à côté de lui, qui était le chef de la garde nationale, qui s'appelait Clément Thomas, lequel a été fusillé, vous vous rappelez peut-être, le 18 mars. Clément Thomas et Jules Ferry étaient les deux personnages les plus agressifs contre les socialistes parisiens. Personnellement, c'est un homme riche, il est apparenté, grâce à sa femme, il est apparenté au milieu industriel des Vosges, c'est un Vosgien, et comme c'est un homme qui n'est pas, si je puis dire, les yeux dans sa poche, il s'aperçoit que le danger social est là. Mais une chance extraordinaire va s'offrir à lui de faire dévier l'inquiétude populaire, enfin l'alarme populaire du côté de cette pression bourgeoise, d'une façon extrêmement utile et heureuse. Quoi donc? Quand je vous racontais l'autre jour ce que c'était que l'ordre moral, j'avais insisté, parce que c'est la vérité, sur l'extraordinaire cléricalisme qui s'y déployait. Vous avez raconté les grands pèlerinages, sauver Rome et la France, Sacré-Cœur, etc. J'avais oublié de vous dire qu'en 1876-75, on avait posé la première pierre de la basilique de Montmartre, qui était en effet un monument expiatoire. En fait, l'Église s'était compromise d'une manière terrible avec la droite et même l'extrême droite, tous les évêques monarchistes. Alors c'est extrêmement utile de faire semblant d'être plébéien, d'être populaire, d'être du côté de la gauche, d'être avec le peuple, en se précipitant contre l'Église. L'Église a offert, les cléricaux ont offert cette possibilité de concentrer sur eux l'attention des républicains. Et c'est parfaitement vrai qu'en effet, la classe populaire française était de plus en plus hostile à l'Église. Victor Hugo avait annoncé ça dès 1850. Il y avait eu un discours trop peu connu de Victor Hugo contre la loi Fallou, où il avait dit, c'était je crois le 15 janvier 1850, s'était adressé aux cléricaux, qui distinguaient des catholiques. Et il avait dit, ne parlez donc pas de l'Église en disant qu'elle est votre mère, car vous voulez en faire votre servante. Vous êtes les parasites de l'Église, vous êtes la maladie de l'Église. Vous vous faites si peu aimer, que vous finirez par la faire haïr. Ben, ils avaient réussi, les cléricaux, et l'Église était haïe. Alors c'est excellent. Du moment que dans la classe ouvrière on déteste les curés, Ferry est là à se frotter les mains, en disant comme il y a une inquiétude sociale maintenant, on ne va pas parler de problèmes sociaux, pas de problèmes économiques, ça c'est défendu, mais on va parler de défense républicaine contre le cléricalisme. Et je reconnais qu'effectivement le cléricalisme était un danger. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se jeter contre les jésuites. Il était ministre de Waddington. Waddington, c'était un homme du centre-gauche, bien entendu, qui avait pris le pouvoir en 79. Waddington avait pris Ferry comme ministre de l'Instruction publique et des cultes, puisqu'à ce moment-là, il y avait le Concordat. Et Ferry va décider l'expulsion des jésuites. C'est ce qu'on appellera l'article 7 de la loi de 1879. Cet article 7, ça a été effrayant. La droite était d'ailleurs extrêmement contente de ce qui se passait.
Parce que du moment qu'on ne parlait pas des questions d'argent qui dévorait le capital, mais qu'on parlait des questions religieuses, ça leur permettait de transférer, enfin de travestir, si vous voulez, en ferveur religieuse leurs inquiétudes financières. Alors ils étaient extrêmement contents de voir que tout le problème se bornait à une question de jésuites à chasser ou à ne pas chasser, et ils étaient les plus énergiques défenseurs de ce qu'ils appelaient avec une majuscule la foi. Alors une énorme agitation s'était développée en France autour de l'expulsion des jésuites. On avait vu en Vendée des curés qui montaient à cheval pour organiser des équipes de paysans qui devaient s'interposer devant la troupe. En réalité, tout ça a donné surtout des scènes tragicomiques. Comiques parce que c'était pas si grave, et tragiques parce qu'il y avait des braves gens qui prenaient ça terriblement au sérieux, des officiers par exemple qui ont brisé leur carrière, des magistrats qui ont démissionné, qui ont perdu leur situation pour ne pas appliquer l'article 7. La presse de droite poussait des cris épouvantables. On appelait Ferry communément soit Satan, soit le démon, soit l'antéchrist, soit Néron ou Dioclétien, comme vous voudrez. En fait, c'était une agitation factice. Parce qu'on avait déjà connu en France des histoires contre les jésuites. Le roi Louis XV lui-même avait expulsé les jésuites. Et en 1827, le roi Charles X, si pieux qui avait des visions de la Sainte Vierge, il avait tout de même accepté, avec Martignac, déjà d'interdire l'enseignement aux jésuites. Et même, je crois me rappeler que le pape, en 1774, avait décidé la dispersion des jésuites. En réalité, tout ça était, comme je vous le dis, extrêmement factice. Ça n'allait pas loin, et Ferry lui-même avait l'intention de ne pas pousser très loin l'opération. Le seul mort, figurez-vous, le seul mort de toutes ces agitations, voilà dans quelles conditions ça s'est produit. 2 étudiants très inconvenants de Paris s'étaient jetés sur un jésuite qui traversait un pont à Paris. Et ils l'avaient jeté à la Seine. C'est très vilain. Alors ces types, après avoir jeté le jésuite, ont eu honte, et un des 2 étudiants a plongé pour sauver le jésuite. Il l'a sauvé en effet, seulement lui il est mort. Par conséquent, le seul mort a été l'étudiant qui, après avoir jeté un jésuite dans la Seine, était mort en essayant de sauver. L'histoire de l'article 7, malgré le bruit qu'elle avait causé, n'était pas la grande pensée de Ferry. La grande pensée de Ferry, c'était ses lois scolaires. Et encore aujourd'hui, je sais qu'il ne faut pas blaguer sur Ferry, et qu'il y a des gens qui vous disent, oui, tout de même, c'est Ferry qui a établi les fameuses lois scolaires en France, c'est-à-dire, pour l'enseignement primaire, la gratuité, l'obligation et la laïcité de l'enseignement. Et je reconnais que c'est un travail sérieux. Il fallait lutter contre l'analphabétisme, qui était encore très répandu en France. Je ne dis pas qu'il était à 75%, mais il était bien à 40% au moins. Et bien, grâce maintenant aux instituteurs et à ces lois scolaires de Ferry, il ne va plus, ou presque plus, y avoir d'analphabétisme. En 1900, par exemple, lorsque les soldats arrivent à la caserne et qu'on fait le pointage de ceux qui ne savent ni lire ni écrire, il n'y en a plus que 2%. Là, beau travail. D'autre part, il était indispensable que Ferry fît la laïcité. Savez-vous qu'à ce moment-là encore, les instituteurs étaient obligés de faire réciter aux enfants leurs prières, même aux enfants qui n'étaient pas catholiques. Père et mère avaient beau protester, les enfants devaient réciter leurs prières, et l'instituteur avait obligation de vérifier que les enfants allassent bien à la messe le dimanche. C'était évidemment intolérable. Alors il est très naturel et très noble que Ferry ait fait ce qu'il a fait. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'arrière-pensée qu'il poursuivait, Ferry. Et ça, presque jamais on ne le dit. C'est pour ça que je tiens beaucoup à vous l'expliquer. Ferry est un homme intelligent. Il se rend compte qu'il y a des dangers sociaux qui grandissent. En 1880, on avait laissé revenir les communards. L'amnistie avait été d'abord partielle, puis en juillet 1880, c'est une amnistie totale. On va voir revenir des gens qui arrivent de Nouméa, de la Nouvelle-Calédonie, enfin des tas d'exilés, parmi lesquels il y a des types très dangereux comme Jules Vallès. Jules Vallès qui va se mettre à attaquer très violemment Gambetta, parce que Gambetta a osé dire « il n'y a pas de question sociale ». À quoi Vallès va répondre « comment il n'y a pas de question sociale ? Il n'y en a pas d'autre ». On avait vu d'autre part des signes dramatiques. On avait vu Blanqui, vous savez, l'enfermé Blanqui, enfin le révolutionnaire Le Rouge, qui avait été élu dans une élection partielle à Lyon. Et on avait vu Gambetta lui-même, qui, dans sa circonscription de Belleville, s'était trouvé aux prises avec une partie de ses électeurs. Il les avait appelés ilotes ivres. Il avait dit « je saurai vous retrouver jusqu'au fond de leur repère ». Enfin, vous voyez que ça allait assez mal du point de vue social. Alors Ferry est un homme qui réfléchit. Et qui va essayer de refaire ce qui s'était produit en France en 1850. 1850, c'était le lendemain des journées de juin 48, vous savez, c'était la première leçon donnée au prolétariat, on avait tiré à coups de canon sur les maisons ouvrières, et Cavaignac s'était couvert de sang et de gloire dans cette répression. Et bien, au lendemain des événements de 1848, un homme intelligent qui s'appelait M. de Falloux avait dit, mais pour le présent, ça va, hein, la classe ouvrière est matée, elle ne bougera plus. Mais quand on est sage, il faut penser à l'avenir. L'avenir, c'est l'instruction, c'est la jeunesse. Hein. Alors il avait fait la loi, dite la loi Falloux, donc vous savez ce qu'elle était, j'en ai parlé la dernière fois, c'était une loi qui mettait tout l'enseignement primaire et secondaire entre les mains et sous le contrôle de l'Église. Et ce que l'on demandait à l'Église, naturellement, c'est avant tout de faire bien son travail. Et son travail, c'est d'apprendre la résignation au début.
de leur dire, vous savez quelle chance vous avez, ah, vous n'êtes pas très heureux sur la terre, mais alors, l'autre côté, hein, quelle prodigieuse récompense. Et ça avait marché pendant un certain nombre d'années. Malheureusement, entre 1850 et maintenant 1880, où nous sommes avec Ferry, l'évolution s'est faite, les gens y croient de moins en moins, l'audience du curé est minime, l'histoire du paradis, ça ne marche plus sur beaucoup de gens, il faut trouver quelque chose d'autre. Alors Ferry va substituer l'instituteur au curé. Le curé restera, il lui donnera la permission de faire son enseignement, même les enfants auront obligation d'avoir leur congé le jeudi matin pour suivre les leçons de catéchisme, on ne persécutera pas l'Église, mais les instituteurs recevront des ordres très précis sur ce qu'ils ont à apprendre aux enfants. Alors ce que je vais vous dire a l'air d'un paradoxe invraisemblable, et je suis sûr que c'est vrai, Ferry, son vrai nom, c'est le Fallou laïque. Et pour vous apporter la preuve de ce que je vous dis, ce que Ferry entend exiger des instituteurs, je vais vous apporter deux petites citations. Voici une qui est tirée d'une petites histoires au pluriel, pour apprendre la vie, qui est un manuel qui est répandu dans toutes les écoles primaires et qu'on doit faire apprendre aux enfants. Il est signé Pierre Laloy, c'est un pseudonyme. En réalité, c'est Ernest Lavis, qui fera une grande carrière d'historien, qui finira couvert de prébendes et académiciens. Et il met en scène là un vieux savetier. Il s'adresse à son petit-fils, je crois, un jeunot, qui est tenté par le socialisme. Et il lui dit, ce qu'il faut surtout recommander à l'ouvrier, c'est l'ordre, c'est l'économie. Par là, on s'élève. Ah, pas tout d'un coup, bien entendu. Mon père n'avait rien, j'ai quelque chose. Mes enfants, s'ils font comme moi, doubleront l'argent que je leur laisserai. Et mes petits-enfants seront des messieurs. C'est ainsi qu'on s'élève dans la société. Vous avez compris le jeu, hein? Autrefois, on leur disait paradis à la fin de vos jours. Maintenant, on leur dit si vous êtes bien sage et bien docile et bien obéissant, eh bien, vous accéderez à cet autre paradis un peu plus concret qu'est le paradis bourgeois. Ferry est un homme qui ne cesse de répéter faites des économies aux ouvriers. Parce que vous savez, le capital, c'est du travail accumulé. Et un humoriste, enfin d'humour noir, dira à ce moment-là, oui, c'est entendu, ce travail accumulé, seulement comme on ne peut pas tout faire, il y en a les uns qui travaillent puis les autres qui accumulent. Écoutez le deuxième texte. Le deuxième texte, c'est les instructions de Pécaud. Pécaud, c'est un inspecteur général qui travaille au ministère. Instruction au président de l'association des instituteurs de la Seine. Ce qu'il faut que vous appreniez avant tout aux enfants du peuple, c'est la tempérance, la sobriété, l'économie rigoureuse, la privation obstinée des commodités de la vie et des plaisirs. Je crois que c'est clair, hein. Ce qu'il veut, c'est un dressage. Ce sont des instituteurs qui seront des prolétaires en veston, car ils sont très mal payés, des prolétaires en veston qui seront préposés au dressage des prolétaires en blouse. Et la plupart de ces pauvretés ne se rendent pas compte, vous savez, ils sont républicains, ils y croient à la République. Peggy les appellera les hussards noirs de la République. Et il y a eu des générations d'instituteurs très mal payés, pleins de dévouement, parce qu'ils pensaient à une République avec majuscule sans se douter de ce qu'on leur faisait faire. Ferry, c'est un homme en or, vous savez, pour le capitalisme, en or. C'est celui qui va organiser de nouveau des conventions avec les compagnies de chemin de fer, qui avait été le terrain de chasse le plus giboyeux sous Louis-Philippe, et il va remettre ça avec les voies latérales. Et c'est aussi Ferry, enfin le gouvernement des opportunistes, comme on disait, qui va décider, à l'applaudissement et à la satisfaction du patronat, la suppression du repos hebdomadaire, parce que le repos du dimanche a, comme vous le savez, une fâcheuse odeur religieuse.